L'heure du coucher est censée être un événement heureux pour un enfant fatigué. Pour moi, c'était terrifiant. Alors que certains enfants pouvaient se plaindre d'être mis au lit avant d'avoir fini de regarder un film ou de jouer à leur jeu vidéo préféré, quand j'étais enfant, la nuit était quelque chose à vraiment craindre. Quelque part au fond de mon esprit, c'est toujours le cas. En tant que personne de formation scientifique, je ne peux pas prouver que ce qui m'est arrivé était objectivement réel, mais je peux jurer que ce que j'ai vécu était une véritable horreur. Une peur qui, dans ma vie, je suis heureux de le dire, n'a jamais été égalée. Je vais vous le raconter à tous maintenant, du mieux que je peux. Faites-en ce que vous voulez, mais je serai heureux de le retirer de ma poitrine. Je ne me souviens pas exactement quand ça a commencé, mais mon appréhension à l'idée de m'endormir semblait correspondre à mon déménagement dans une chambre à moi. J'avais 8 ans à l'époque, et jusque-là, j'avais partagé une chambre assez heureusement avec mon frère aîné. Comme c'est parfaitement compréhensible pour un garçon de 5 ans, mon aîné, mon frère a finalement souhaité une chambre à lui, et par conséquent, on m'a donné la chambre à l'arrière de la maison. C'était une petite pièce étroite, mais étrangement allongée, assez grande pour un lit et quelques commodes, mais pas grand-chose d'autre. Je ne pouvais pas vraiment me plaindre parce que, même à cet âge, je comprenais que nous n'avions pas une grande maison, et j'avais pas vraiment de raison d'être déçu, car ma famille était à la fois aimante et attentionnée. C'était une enfance heureuse pendant la journée. Une fenêtre solitaire donnait sur notre jardin arrière. Rien d'extraordinaire, mais même pendant la journée, la lumière qui se glissait dans cette pièce semblait presque hésitante. Comme mon frère a reçu un nouveau lit, on m'a donné les lits superposés que nous partagions. Alors que j'étais contrarié de dormir seul, j'étais excité à l'idée de pouvoir dormir dans le lit du haut, ce qui me semblait beaucoup plus aventureux. Dès la première nuit, je me souviens d'un étrange sentiment, un sentiment de malaise, rampant lentement du fond de mon esprit. Je m'allongeais sur la couchette du haut, fixant mes figurines articulées et mes voitures éparpillées sur le tapis vert-bleu, alors que des batailles et des aventures imaginaires se déroulaient entre les jouets sur le sol. Je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que mes yeux étaient lentement attirés vers le lit du bas, comme si quelque chose bougeait dans le coin de mon œil, quelque chose qui ne voulait pas être vu. La couchette était vide, impeccablement faite, avec une couverture bleu foncé, soigneusement rangée, recouvrant partiellement 2 oreillers blancs, plutôt fades. J'y pensais pas à l'époque, j'étais enfant, et le bruit glissant sous ma porte de la télévision de mes parents me baignait dans un chaleureux sentiment de sécurité et de bien-être. Je me suis endormi. Lorsque vous vous réveillez d'un sommeil profond à quelque chose qui bouge ou qui s'agite, ça peut prendre quelques instants pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe. Le brouillard du sommeil plane sur vos yeux et vos oreilles, même lorsque vous êtes lucide. Quelque chose bougeait, ça faisait aucun doute. Au début, j'étais pas sûr de ce que c'était. Tout était sombre, presque noir. Mais il y avait suffisamment de lumière venant de l'extérieur pour dessiner cette pièce étroitement étouffante. 2 pensées sont apparues dans mon esprit presque simultanément. La première était que mes parents étaient au lit, parce que le reste de la maison était à la fois dans l'obscurité et le silence. La seconde pensée se tourna vers le bruit. Un bruit qui m'avait visiblement réveillé. Alors que les dernières toiles d'araignée du sommeil se fanaient de mon esprit, le bruit prit une forme plus familière. Parfois le son le plus simple peut être le plus énervant. Un vent froid sifflant à travers un arbre à l'extérieur, les pas d'un voisin inconfortablement proche ou, dans ce cas, le simple bruit de draps bruissant dans l'obscurité. C'était ça, draps de lit bruissant dans l'obscurité, comme si un dormeur dérangé essayait de se mettre trop à l'aise dans la couchette du bas. Je restais là incrédule, pensant que le bruit était soit mon imagination, soit peut-être simplement mon chat, qui cherchait un endroit confortable pour passer la nuit. C'est alors que j'ai remarqué ma porte, fermée comme elle l'avait été pendant que je m'endormais. Peut-être que ma mère m'avait surveillé, et que le chat s'était alors faufilé dans ma chambre. Ouais, ça devait être ça. Je me tournais pour faire face au mur, fermant les yeux dans le vain espoir de pouvoir me rendormir. Alors que je bougeais, le bruit de bruissement sous moi cessa. J'ai pensé que j'avais dû déranger mon chat, mais rapidement, j'ai réalisé que le visiteur dans la couchette du bas était beaucoup moins banal que mon animal essayant de dormir, et beaucoup plus sinistre. Comme s'il avait été alerté et mécontent de ma présence. Le dormeur dérangé
s'est mis à se tourner et à se retourner violemment, comme un enfant qui fait une crise de colère dans son lit. J'entendais les draps se tordre, se retourner avec une férocité croissante. La peur m'a alors saisi, pas comme le subtil sentiment de malaise que j'avais ressenti plus tôt, mais maintenant puissant et terrifiant. Mon cœur s'accéléra tandis que mes yeux paniquaient, scrutant l'obscurité presque impénétrable. J'ai poussé un cri. Comme le font la plupart des jeunes garçons, j'ai instinctivement crié pour que ma mère vienne. Je pouvais entendre quelque chose remuer de l'autre côté de la maison, mais alors que je commençais à pousser un soupir de soulagement à l'idée que mes parents venaient me sauver, les lits superposés se sont soudainement mis à trembler violemment, comme s'ils étaient saisis par un tremblement de terre, raclant le mur. Je pouvais entendre les draps en dessous de moi se débattre, comme s'ils étaient tourmentés par la malice. Je ne pouvais pas sauter en sécurité, car je craignais que la chose, dans la couchette du bas, me tende la main et m'attrape, m'entraînant dans l'obscurité. Alors je suis resté là, les jointures blanches serrant ma propre couverture comme un linceul de protection. La porte s'ouvrit finalement, heureusement, et je restais baigné de lumière tandis que la couchette du bas, le lieu de repos de mon visiteur indésirable, était vide et paisible. J'ai pleuré, et ma mère m'a consolé. Des larmes de peur, suivies de soulagement, ont coulé sur mon visage. Pourtant, à travers toute l'horreur et le soulagement, je ne lui ai pas dit pourquoi j'étais si bouleversé. Je peux pas l'expliquer, mais c'était comme si tout ce qui avait été dans cette couchette revenait si j'en parlais, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ou prononçait une seule syllabe de son existence. Si c'était la vérité, je ne sais pas, mais enfant, j'avais l'impression que cette menace invisible restait proche et m'écoutait. Ma mère était allongée dans la couchette vide, promettant d'y rester jusqu'au matin. Finalement, mon anxiété a diminué, la fatigue m'a poussé vers le sommeil, mais je suis resté agité, me réveillant plusieurs fois momentanément au bruit des draps qui bruissaient. Je me souviens du jour suivant, vouloir aller n'importe où, être n'importe où, mais pas dans cette pièce étroite et étouffante. C'était un samedi, et je jouais dehors, assez content avec mes amis. Bien que notre maison ne soit pas grande, nous avons eu la chance d'avoir un long jardin en pente à l'arrière. Nous y jouions souvent, car une grande partie était envahie par la végétation, et nous ne pouvions nous cacher dans les buissons, grimper dans l'immense sycomore qui dominait par-dessus tout, et nous imaginer facilement dans les lancers d'une grande aventure, dans une terre exotique indomptée. Aussi amusant que cela était, de temps en temps mon œil se tournait vers cette petite fenêtre, ordinaire, légère et inoffensive. Mais pour moi, cette fine frontière était un miroir dans une étrange et froide poche de terreur. Dehors, le cadre verdoyant de notre jardin rempli des visages souriants de mes amis ne pouvait éteindre la sensation rampante qui me griffait le dos. Chaque poil dressé, la sensation de quelque chose dans cette pièce me regardant jouer, attendant la nuit où je serais seul, avidement rempli de haine. Ça peut vous sembler étrange, mais le temps que mes parents me ramènent dans cette chambre pour la nuit, j'ai rien dit. J'ai pas protesté. J'ai même pas trouvé d'excuse pour ne pas pouvoir y dormir. J'entrais simplement et maussadement dans cette pièce. Je grimpais les quelques marches menant au lit du haut. Puis, attendis. En tant qu'adulte, je raconterais mon expérience à tout le monde. Mais même à cet âge, je me sentais presque idiot de parler de quelque chose pour lequel je n'avais vraiment aucune preuve. Je mentirais cependant si je disais que c'était ma principale raison. Je sentais encore que cette chose serait furieuse si je parlais un tant soit peu d'elle. C'est drôle comme certains mots peuvent rester cachés de votre esprit, aussi flagrants ou évidents soient-ils. Un mot m'est venu cette deuxième nuit, allongé seul dans l'obscurité, effrayé, conscient d'un changement pourri dans l'atmosphère, un épaississement de l'air comme si quelque chose l'avait déplacé. Alors que j'entendais les premières torsions désinvoltes des draps du lit en dessous, la première augmentation anxieuse de mon rythme cardiaque en réalisant que quelque chose était à nouveau dans la couchette du bas, ce mot, un mot qui avait été envoyé en exil, a filtré à travers ma conscience, se libérant de toute répression, à bout de souffle, en criant, en se gravant et en se creusant dans mon esprit. Fantôme. Alors que cette pensée me venait, je remarquai que mon visiteur importun avait cessé de bouger. Les draps étaient calmes et endormis,
mais ils avaient été remplacés par quelque chose de bien plus hideux. Un souffle lent, rythmique et rauque se souleva et s'échappa de la chose en dessous. Je pouvais imaginer sa poitrine monter et descendre à chaque respiration sordide, sifflante et brouillée. Je frissonnais et j'espérais, au-delà de tout espoir, qu'il partirait sans incident. La maison reposait, comme la nuit précédente, dans une épaisse couverture de ténèbres. Le silence régnait, à l'exception de l'haleine perverse de mon colocataire, encore invisible. Je suis resté là, terrifié. Je voulais juste que cette chose s'en aille, me laisse tranquille. Que voulait-il ? Puis quelque chose d'indubitablement glaçant s'est produit. Ça bouge. Il s'est déplacé d'une manière différente d'avant. Quand il s'est jeté dans la couchette du bas, il semblait sans retenue, sans but, presque animal. Ce mouvement, cependant, était motivé par la prise de conscience avec un but, avec un objectif en tête. Car cette chose, gisant là dans l'obscurité, cette chose qui semblait vouloir terroriser un jeune garçon, se redressa calmement et nonchalamment. Sa respiration laborieuse était devenue plus bruyante, car maintenant, seul un matelas et quelques lattes de bois fragiles séparaient mon corps du souffle surnaturel en dessous. Je suis allongé là, les yeux remplis de larmes. Une peur que de simples mots ne peuvent vous raconter, il n'y a personne d'autre à couler dans mes veines. Je n'aurais pas cru que cette peur aurait pu être exacerbée, et j'avais tellement tort. J'imaginais à quoi ressemblerait cette chose assise là, listant sous mon matelas, espérant saisir le moindre indice que j'étais éveillé. L'imagination se tourna alors vers une réalité troublante. Il a commencé à toucher les lattes de bois sur lesquelles reposait mon matelas. Il semblait les caresser avec précaution, faisant courir ce que j'imaginais être des doigts et des mains sur la surface du bois. Puis, avec une grande force, il s'enfonça furieusement entre deux lattes, dans le matelas. Même à travers le rembourrage, j'avais l'impression que quelqu'un avait violemment enfoncé ses doigts dans mon côté. Je laissais échapper un cri tout puissant, et la chose sifflante, tremblante et mobile dans la couchette en dessous a répondu de la même manière en faisant vibrer violemment la couchette comme elle l'avait fait la nuit précédente. De petits flocons de peinture poudraient sur ma couverture depuis le mur alors que le cadre du lit raclait le long d'avant en arrière. Une fois de plus, j'étais baigné de lumière et ma mère se tenait là, aimante et attentionnée, comme elle l'était toujours, avec une étreinte réconfortante et des mots apaisants qui ont finalement maîtrisé mon hystérie. Bien sûr, elle a demandé ce qui n'allait pas, mais je ne pouvais pas le dire. J'osais pas le dire. J'ai simplement dit un mot encore et encore et encore. Cauchemar. Ce schéma d'événements s'est poursuivi pendant des semaines, voire des mois. Nuit après nuit, je me réveillais au son du bruissement des draps. À chaque fois, je criais pour ne pas donner à cette abomination le temps de pousser et de ressentir ma terreur. À chaque cri, le lit tremblait violemment, s'arrêtant avec l'arrivée de ma mère qui passait le reste de la nuit dans la couchette du bas, apparemment inconsciente de la force sinistre qui torturait son fils la nuit. En cours de route, j'ai réussi à simuler la maladie à quelques reprises et à trouver d'autres raisons, moins que véridiques, pour dormir dans le lit de mes parents. Mais le plus souvent, je serais seul les premières heures de chaque nuit à cet endroit, seul avec cette chose. Avec le temps, vous pouvez devenir insensible à presque tout, aussi horrible soit-il. Je m'étais rendu compte que, pour une raison quelconque, cette chose ne pouvait pas me faire de mal quand ma mère était présente. Je suis sûr que la même chose aurait été dite pour mon père, mais aussi aimant qu'il l'était, le réveiller de son sommeil était presque impossible. Après quelques mois, je m'étais habitué à ma visite nocturne. Ne confondez pas ça avec une amitié surnaturelle. Je détestais la chose. Je le craignais encore beaucoup, car je sentais presque ses désirs et sa personnalité, si on pouvait l'appeler ainsi. Quelque chose rempli d'une haine pervertie et tordue, mais qui me désire. Mes plus grandes peurs se sont réalisées en hiver. Les jours raccourcissaient et les nuits plus longues ne faisaient que fournir à ce misérable plus d'opportunités. Ce fut une période difficile pour ma famille. Ma grand-mère, une femme merveilleusement gentille et douce, s'était beaucoup détériorée depuis la mort de mon grand-père. Ma mère faisait de son mieux pour la garder dans la communauté aussi longtemps que possible.
Cependant, la démence est une maladie cruelle et dégénérative, privant une personne de ses souvenirs un jour à la fois. Bientôt, elle n'a reconnu aucun de nous, et il est devenu clair qu'elle devrait être déplacée de sa maison vers une maison de retraite. Avant qu'elle puisse être déplacée, ma grand-mère a eu quelques nuits particulièrement difficiles, et ma mère a décidé qu'elle resterait avec elle. Autant j'aimais ma grand-mère et n'éprouvais que de l'angoisse face à sa maladie, autant je me sens coupable à ce jour que mes premières pensées n'aient pas été pour elle, mais pour ce que mon visiteur nocturne pourrait faire s'il s'apercevait de l'absence de ma mère. Sa présence était la seule chose dont j'étais sûr qu'elle me protégeait de toute l'horreur de la portée de cette chose. De l'école, je me suis précipité directement vers la maison ce jour-là. J'ai arraché les draps et le matelas du lit du bas, enlevant toutes les lattes et plaçant un vieux bureau, une commode et quelques chaises que nous avons gardées dans un placard. J'ai dit à mon père que je faisais un bureau, qu'il trouvait adorable. Mais je serais damné si je donnais à cette chose un endroit où dormir une nuit de plus. Alors que l'obscurité approchait, je restais allongé là, sachant que ma mère n'était pas dans la maison. Je ne savais pas quoi faire. Ma seule impulsion était de me faufiler dans sa boîte à bijoux et de prendre un petit crucifix familial que j'avais déjà vu là-bas. Même si ma famille n'était pas très religieuse, à cet âge, je croyais encore en Dieu et j'espérais que ça me protégerait d'une manière ou d'une autre. Bien que craintif et anxieux, tout en serrant fermement le crucifix sous mon oreiller dans une main, le sommeil finit par venir et alors que je me laissais aller à rêver, j'espérais que je me réveillerais le matin sans incident. Malheureusement, cette nuit fut la plus terrifiante de toutes. Je me suis réveillé petit à petit. La pièce était à nouveau plongée dans le noir. Au fur et à mesure que mes yeux s'ajustaient, je pouvais progressivement distinguer la fenêtre et la porte et les murs, quelques jouets sur une étagère et... Même à ce jour, je frémis en y pensant, car il n'y avait aucun bruit. Pas de bruissement de drap, aucun mouvement du tout. La pièce semblait sans vie. Sans vie, mais pas vide. Le visiteur nocturne, cette chose importune, sifflante et remplie de haine qui m'avait terrorisé nuit après nuit, n'était pas dans le lit du bas. C'était dans mon lit. J'ouvris la bouche pour crier, mais rien ne sortit. Une terreur totale avait ébranlé le son même de ma voix. Je restais immobile. Si je ne pouvais pas crier, je ne voulais pas lui faire savoir que j'étais éveillé. Je ne l'avais pas encore vu. Je ne pouvais que le sentir. Il était caché sous ma couverture. Je pouvais voir sa silhouette. Je pouvais sentir sa présence. J'osais pas regarder. Son poids pesait sur moi, une sensation que je n'oublierai jamais. Quand je dis que les heures ont passé, j'exagère pas. Allongé là, immobile, dans l'obscurité, j'étais juste un jeune garçon effrayé. Si ça avait été pendant les mois d'été, il aurait fait clair à ce moment-là. Mais l'emprise de l'hiver est longue et implacable. Et je savais qu'il faudrait des heures avant le lever du soleil. Un lever de soleil auquel j'aspirais. J'étais un enfant timide, par nature. Mais j'atteins un point de rupture, un moment où je ne pouvais plus attendre, où je ne pouvais plus survivre sous cette abomination intimement déviante. La peur peut parfois vous épuiser, vous donner une carapace de nerfs ne laissant derrière vous que la moindre trace. J'ai dû sortir de ce lit. Alors que je me suis rappelé, le crucifix. Ma main était toujours sous l'oreiller, mais elle était vide. J'ai lentement déplacé mon poignet pour le trouver, minimisant du mieux que je pouvais le son et les vibrations provoquées. Mais je ne l'ai pas retrouvé. Soit je l'avais fait tomber du lit du haut, soit il avait... Je pouvais même pas supporter d'y penser. Il m'avait été arraché des mains. Sans le crucifix, j'ai perdu tout espoir. Même à un si jeune âge, vous pouvez être parfaitement conscient de ce qu'est la mort et en avoir très peur. Je savais que j'allais mourir dans ce lit, si je restais là, endormi, passif à ne rien faire. Je devais quitter cette pièce. Mais comment ? Dois-je sauter du lit et espérer arriver à la porte ? Et s'il est plus rapide que moi ? Ou devrais-je glisser lentement hors de ce lit du haut, en espérant ne pas déranger mon étrange compagnon de lit ? Réalisant qu'il n'avait pas bougé, lorsque j'ai bougé, essayant de trouver le crucifix, j'ai commencé à avoir des pensées des plus étranges. Et s'il dormait ?
Il n'avait même pas respiré depuis que je m'étais réveillé. Peut-être qu'il se reposait, croyant qu'il m'avait enfin eu, que j'étais enfin à sa portée. Ou peut-être qu'il jouait avec moi. Après tout, il avait fait exactement ça pendant d'innombrables nuits. Et maintenant, avec moi dessous, coincé contre mon matelas, sans mère pour me protéger, peut-être qu'il se retenait, savourant sa victoire, jusqu'au dernier instant éventuel, comme un animal sauvage, savourant sa proie. J'ai essayé de respirer le moins profondément possible, et rassemblant chaque once de courage que je pouvais, j'ai tendu lentement la main droite, et j'ai commencé à retirer la couverture de moi. Ce que j'ai trouvé sous ces couvertures a presque arrêté mon cœur. Je ne l'ai pas vu, mais lorsque ma main a déplacé la couverture, elle a frôlé quelque chose de doux et de froid, quelque chose qui ressemblait indéniablement à une main décharnée. J'ai retenu mon souffle de terreur car j'étais sûr qu'il devait maintenant savoir que j'étais éveillé. Rien. Il ne bougeait pas. Il sentait la mort. Après quelques instants, j'ai placé ma main avec précaution plus bas sur la couverture et j'ai senti un avant-bras mince et mal formé. Ma confiance et mon sens de la curiosité presque tordu ont grandi alors que je descendais plus loin vers un muscle, un biceps disproportionné. Le bras était tendu en travers de ma poitrine, la main posée sur mon épaule gauche, comme si elle m'avait saisi dans mon sommeil. J'ai compris qu'il me faudrait déplacer cet appendice cadavérique, si j'espérais ne serait-ce qu'un peu échapper à son emprise. Pour une raison quelconque, la sensation de vêtements déchirés en lambeaux sur l'épaule de cet envahisseur nocturne m'a arrêté dans mon élan. La peur a de nouveau gonflé dans mon ventre et dans ma poitrine, alors que je reculais ma main de dégoût au contact de cheveux gras et épars. Je ne pouvais pas me résoudre à toucher son visage, bien que je me demande encore aujourd'hui ce que ça aurait fait. Cher Dieu, ça a bougé. C'était subtil, mais sa prise sur mon épaule et sur mon corps se renforça. Aucune larme n'est venue, mais Dieu, comme je voulais pleurer. Alors que sa main et son bras s'enroulaient lentement autour de moi, ma jambe droite effleura le mur frais contre lequel le lit était posé. De tout ce qui m'est arrivé dans cette pièce, c'était le plus étrange. Je me suis rendu compte que cette chose agrippante et rance, qui tirait un grand plaisir de violer le lit d'un jeune garçon, n'était pas entièrement sur moi. Il dépassait du mur, comme une araignée frappant de sa tanière. Soudainement, sa prise est passée d'un lent resserrement à une pression soudaine. Il a tiré et agrippé mes vêtements, comme s'il avait peur que l'occasion ne passe bientôt. Je me suis battu contre lui, mais son bras émacié était trop fort pour moi. Sa tête se leva en se tordant et en se contorsionnant sous la couverture. Je réalisais maintenant où cela me menait, dans le mur. Je me suis battu pour ma chair, pour ma vie. J'ai pleuré, et soudain ma voix m'est revenue, hurlant, mais personne n'est revenu. Puis j'ai réalisé pourquoi il était si désireux de frapper soudainement, pourquoi cette chose devait m'avoir maintenant. Par ma fenêtre, cette fenêtre qui semblait représenter tant de méchanceté du dehors, zébrait l'espoir, les premiers rayons du soleil. J'ai lutté davantage en sachant que si je pouvais simplement tenir le coup, ce serait bientôt parti, ce serait bientôt fini. Alors que je me battais pour ma vie, le parasite surnaturel s'est déplacé, se hissant lentement vers le haut de ma poitrine, sa tête sortant maintenant de sous la couverture, sifflant, toussant, râlant. Je ne me souviens pas de ses traits, je me souviens simplement de son souffle contre mon visage, fétide et aussi froid que la glace. Alors que le soleil perçait à l'horizon, cet endroit sombre, cette chambre étouffante du mépris s'est enfin illuminé, baigné de soleil. Je me suis évanoui alors que ses doigts maigres encerclaient mon cou, m'arrachant la vie même. Je me suis réveillé lorsque mon père m'a proposé de me préparer un petit déjeuner. Un spectacle magnifique en effet. J'avais survécu à l'expérience la plus horrible de ma vie jusque-là, et maintenant, j'ai éloigné le lit du mur, laissant derrière moi les meubles que j'avais cru empêcher cette chose de prendre un lit. Je ne pensais pas qu'il essaierait de prendre le mien. Et moi. Des semaines se sont écoulées sans incident. Mais par une nuit froide et gelée, je me suis réveillé
au son des meubles où se trouvaient les lits superposés, vibrant violemment. En un instant, il passa. Je restais là, sûr de pouvoir entendre une respiration sifflante, lointaine, venant du plus profond du mur, s'estompant finalement au loin. J'ai jamais raconté cette histoire à personne auparavant. À ce jour, j'ai encore des sueurs froides, au bruit des draps qui bruissent dans la nuit, ou une respiration sifflante provoquée par un rhume, et je ne dors certainement jamais avec mon lit contre le mur. Appelez ça de la superstition si vous voulez, mais comme je l'ai dit, je peux pas écarter les explications conventionnelles telles que la paralysie du sommeil par exemple, les hallucinations ou celles d'une imagination hyperactive. Mais ce que je peux vous dire, c'est ceci. L'année suivante, on m'a donné une chambre plus grande, sur l'autre côté de la maison. Et mes parents ont pris cet endroit, étrangement suffocant, comme chambre à coucher. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'une grande pièce, juste une assez grande pour un lit et quelques petites choses. Ça a duré 10 jours. On a déménagé le 11e jour.